Bonjour et bienvenue dans ce premier module sur les clés de la connaissance de soi. Je suis Sophie Mako, coach professionnel diplômée d'État et je vais vous accompagner sur plusieurs modules afin de mieux vous connaître. Alors aujourd'hui, nous allons aborder le thème des valeurs. Avant de commencer, j'aimerais vous proposer un petit temps de réflexion. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé dans votre sphère professionnelle ou personnelle de vous sentir démotivé, de vous sentir en décalage avec les autres, voire incompris? Ou à l'inverse, de vous sentir avec une énergie et une force intarissables malgré les obstacles. Alors si vous répondez oui à une ou plusieurs de ces questions, en fait c'est tout à fait logique et nous allons voir comment est-ce que les valeurs ont un rôle à jouer là-dedans. Pour commencer, je vous propose de définir ce qu'est une valeur. Qu'est-ce qu'une valeur? Les valeurs représentent ce qui est important pour nous, ce qui nous fait avancer, c'est un peu notre carburant dans la vie. Et c'est important car les valeurs conditionnent nos comportements de façon consciente ou inconsciente. Lorsqu'on vit en accord avec ces valeurs, c'est-à-dire qu'on mène des actions qui correspondent à ce qui est important pour nous, on se sent généralement bien, les choses sont fluides, tout se passe de façon simple. À l'inverse, lorsqu'on est en désaccord avec les valeurs de notre entreprise, par exemple, on peut sentir un déséquilibre, un mal-être, une démotivation. Donc nous allons voir comment est-ce qu'on peut identifier ces valeurs. Alors, comment identifier ces valeurs? Lorsqu'on se pose la question de quelles sont nos valeurs, on peut ressentir une certaine pression en se disant il faut absolument que ces valeurs soient des choses louables, positives, qui aient un sens pour le monde. En fait, pas du tout. Parce qu'il n'y a ni bonne ni mauvaise valeur, et il n'y a pas une valeur qui soit plus importante que les autres. L'essentiel, c'est vraiment de définir ce qui vous est propre. C'est très personnel, en fait, les valeurs. Finalement, comment faire? Eh bien, tout simplement en vous posant la question: qu'est-ce qui est important pour moi dans la vie? Vous verrez que certaines de vos réponses concerneront la sphère personnelle ou la sphère professionnelle et d'autres s'appliqueront dans les deux domaines. Peu importe, l'idée est de pouvoir identifier une dizaine de valeurs, c'est-à-dire les 10 choses les plus importantes pour vous dans la vie et faire le point sur ce que ça représente pour vous et en quoi c'est important. Nous avons vu qu'il est important d'identifier ces valeurs, mais ce n'est pas suffisant. Il est également important de les définir, car un même mot n'aura pas la même signification pour deux personnes. Prenons par exemple la valeur liberté. Imaginons que nous partagions, vous et moi, cette valeur et que ce soit la chose la plus importante pour nous. La valeur liberté, pour moi, peut vouloir dire que j'ai envie d'être autonome, libre dans mon mode de management ou dans l'organisation de mon travail. Et à l'inverse, pour vous, la liberté peut vouloir dire une envie d'indépendance qui vous amènera même à travailler seul et à entreprendre des choses. Vous comprendrez donc aisément pourquoi il ne suffit pas d'identifier ces valeurs, mais qu'il est important de définir et savoir ce qu'il y a derrière chaque mot et en quoi cela est important pour vous. Alors, en résumé, 4 points à retenir. Tout d'abord, les valeurs constituent ce qui est important pour nous dans la vie. Ensuite, les valeurs conditionnent nos comportements, de façon consciente ou inconsciente. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise valeur, ou de valeurs plus importantes l'une que l'autre. Et enfin, si nos valeurs ne sont pas nourries ou satisfaites, on peut ressentir un mal-être, un déséquilibre et qui engendre des conséquences professionnelles et personnelles. J'espère que ce module vous aura permis d'en savoir plus sur ce qui constitue notre carburant et ce qui nous fait avancer dans la vie. Je vous donne rendez-vous dans le deuxième module, toujours consacré aux valeurs, pour aller plus loin et découvrir comment faire dans la vie de tous les jours pour venir nourrir ces valeurs et se sentir mieux. Merci. Bonjour et bienvenue dans ce second module des clés de la connaissance de soi, consacré aux valeurs. Alors dans le premier module, nous avons vu les principes généraux sur les valeurs, et aujourd'hui nous allons nous intéresser à comment faire, quelles actions mener pour venir nourrir ces valeurs et se sentir mieux dans sa sphère professionnelle et personnelle. Nous l'avons vu dans le premier module, il est important de pouvoir nourrir et satisfaire ces valeurs. Dans le cadre professionnel, lorsque nos valeurs ne sont pas nourries, on peut ressentir une démotivation, un déficit de performance, une perte de sens, voire même un désengagement. Donc il est vraiment important de pouvoir prendre le temps de se poser et d'évaluer le niveau de satisfaction de chacune de nos valeurs. Alors, pour définir le niveau de satisfaction de nos valeurs, il y a 2 questions toutes simples que vous pouvez vous poser. La première, c'est sur une échelle de 1 à 10, à quel niveau cette valeur me semble satisfaite ou nourrie? La réponse est vraiment personnelle, il n'y a pas de bonne ou mauvaise note, c'est vraiment ce que vous ressentez. La deuxième question à se poser, c'est quel serait le seuil minimum en dessous duquel vous ne vous sentiriez pas bien? Et si jamais vous constatez un écart, alors la question à vous poser, c'est pourquoi? Et en répondant à cette question,
vous trouverez déjà des pistes d'action qui vous permettront de vous sentir mieux. Alors, prenons un exemple. Imaginons que ma valeur numéro 2 soit la créativité, que je définis comme l'envie d'être à l'origine de projets, d'innover, de créer, de penser à de nouveaux processus. Je fais le constat que cette valeur créativité se trouve à un niveau de 4 sur 10, et que le minimum pour me sentir bien serait de 6. Je me pose la question sur l'écart entre ce 4 et ce 6, et je fais le constat que j'occupe depuis une dizaine d'années un poste de comptable dans une entreprise, et que ce travail est finalement assez routinier et laisse très peu de place à la créativité. Alors que faire? Comment est-ce que je pourrais faire passer ce 4 jusqu'au 6? Je pourrais par exemple aller rencontrer les autres services, marketing, communication, et voir si je peux participer à des réunions de brainstorming ou autres réflexions qui pourront m'apporter et venir nourrir cette valeur créativité. Si je fais le constat que dans mon entreprise rien n'est possible, car ça arrive, je peux alors m'interroger comment faire pour nourrir cette créativité dans le cadre personnel. Je peux par exemple me lancer dans un nouveau projet, organiser un événement, faire des loisirs créatifs avec ma famille. Car finalement, ce qui est important, c'est de comprendre que cette valeur pourra être nourrie dans un cadre personnel, dans un cadre professionnel ou dans les deux, peu importe, mais tout cela viendra renforcer cette satisfaction globale que vous pourrez ressentir. Vous l'aurez compris, les différentes sphères de votre vie interagissent, et si une valeur ne peut pas être satisfaite dans un domaine, elle pourra sans doute l'être dans un autre domaine. Autre point important, nos valeurs fonctionnent en écosystème, c'est-à-dire que si une valeur est nourrie, il ne faut pas que ce soit au détriment d'une autre. Il est donc important de pouvoir avoir la vision d'ensemble pour préserver l'équilibre de votre écosystème. En résumé, 3 points importants. Tout d'abord, pour nourrir ces valeurs, il est nécessaire de mener des actions qui vont dans le sens de ce qui est important pour vous. Ensuite, vos valeurs peuvent être satisfaites via les différentes sphères de votre vie. Et enfin, nos valeurs fonctionnent en écosystème dont il est important de préserver l'équilibre. J'espère que ce module vous aura permis d'en savoir plus sur ce qui constitue notre carburant et ce qui donne du sens à notre vie. Je vous propose un exercice de mise en pratique sur les 2 modules sur les valeurs qui vous permettront d'identifier, de définir et d'évaluer le niveau de satisfaction de vos valeurs. Vous trouverez toutes les informations sur le lien sous cette vidéo. Merci de votre attention et à bientôt! Bonjour et bienvenue dans ce 3e module des clés de la connaissance de soi. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder le thème des besoins. Alors avant de commencer, j'aimerais vous poser quelques questions. Vous arrive-t-il parfois d'arriver au travail et de vous sentir aigri ou d'en vouloir à un ou une de vos collègues sans vraiment savoir pourquoi? Est-ce qu'il vous arrive de faire passer les autres avant vous? Et enfin, quand est-ce que c'est la dernière fois où vous avez vraiment pris du temps pour vous? Alors une fois que vous avez une idée de réponse à ces questions, en fait, cela va nous donner des indicateurs sur le niveau de satisfaction de vos besoins. Nous allons d'abord voir qu'est-ce qu'un besoin. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un besoin? Un besoin se définit comme tout ce qui apparaît nécessaire à un individu, que ce soit de façon consciente ou non. On distingue 3 grandes catégories de besoins. Tout d'abord, les besoins fondamentaux, ou encore besoins physiologiques, les besoins qui ont besoin d'être satisfaits de façon vitale. On trouve parmi eux le fait de se nourrir, de se loger, de se sentir en sécurité, de se mouvoir ou encore d'avoir des contacts sociaux. Ensuite, on trouve les besoins primaires, qui eux ne sont pas une urgence vitale mais sont une nécessité. Parmi eux, on peut citer la nécessité de se former ou de s'éduquer, qui vont permettre à l'individu de s'élever. Attention, les besoins primaires sont définis en fonction de chaque personne et chaque catégorie et chaque environnement. Ensuite, on trouve les besoins secondaires qui ne sont ni vitaux ni absolument nécessaires et qui vont permettre à l'individu de s'élever encore, comme par exemple le besoin de s'accomplir, de se surpasser ou même de donner du sens à un projet. Les besoins répondent à une logique binaire, satisfaction ou frustration, et ils sont véhiculés par les émotions. Prenons un exemple d'une ou d'un de vos collègues qui arrive le matin et qui vous paraît de mauvaise humeur, qui vous répond de façon un peu sèche ou agressive. Vous allez peut-être vous dire, qu'est-ce qui lui prend, qu'est-ce que j'ai fait, est-ce que c'est de ma faute? Et finalement, la raison est peut-être tout simplement qu'un de ses besoins n'a pas été satisfait. Peut-être le besoin de dormir, cette collègue a un enfant en bas âge qui l'a empêché de dormir toute la nuit, besoin fondamental non satisfait, cela se retransmet sur l'humeur et donc a des répercussions sur l'entourage. Vous comprenez donc pourquoi il est important de pouvoir identifier ces besoins et le moyen de les satisfaire.
Prendre le temps d'identifier ses besoins permet d'être attentif à soi-même et renforce ainsi l'estime de soi. En résumé, 4 points importants. Un besoin est quelque chose qui apparaît nécessaire à un individu de façon consciente ou inconsciente. On distingue 3 grands types de besoins, les besoins fondamentaux, les besoins primaires et les besoins secondaires. Le besoin répond à une logique binaire, satisfaction ou frustration, et est véhiculé par les émotions. Et enfin, prendre le temps de satisfaire ses besoins, c'est renforcer l'estime de soi. Merci de votre attention et je vous donne rendez-vous dans le module numéro 4 pour aborder la façon d'identifier et de satisfaire ses besoins. À bientôt! Bonjour et bienvenue dans ce 4e module consacré à la 2e partie sur les besoins. Nous allons aujourd'hui nous intéresser à comment identifier et satisfaire vos besoins. Pour identifier ces besoins, il y a 2 approches. La première consiste à se poser des questions. Par exemple, qu'est-ce qui me motive, me donne le sourire, me donne de l'énergie quand je vais au travail? Je pourrais vous donner comme exemple que moi, ce qui me motive, c'est de travailler en équipe, de monter des projets en groupe. Et quand je réponds à ça, si je m'interroge pourquoi c'est important pour moi, finalement, j'arrive à la conclusion que c'est ce besoin de coopération, d'échange, de co-création. Voilà un besoin identifié. Une autre question que je peux me poser, c'est qu'est-ce qui pourrait me remotiver quand je suis fatiguée, lasse, sans envie? Qu'est-ce qui pourrait me redonner confiance et force? Moi, quand je pense à mon travail, finalement, je me dis, si j'ai un commentaire agréable ou positif d'un collègue ou d'un manager, je vais me ressentir reboostée. Et bien là, finalement, j'ai sans doute identifié mon 2e besoin, le besoin de considération, voire le besoin de reconnaissance. Voilà une façon d'identifier les besoins qui sont importants pour nous. Une autre façon d'identifier ces besoins, c'est de passer par les plaisirs. En effet, les plaisirs sont des stratégies pour satisfaire un besoin. On distingue 4 catégories de plaisirs. Tout d'abord, les physioplaisirs, ceux qui sont liés au corps. Se faire masser, manger du chocolat, faire du sport. Puis ensuite, les socioplaisirs, tous les plaisirs qui vont être liés aux relations sociales, comme par exemple prendre un café avec des amis, discuter, faire un sourire à un inconnu. Ensuite, nous avons les psychoplaisirs, qui sont liés à l'intellect. Écrire, lire, jouer de la musique. Et enfin, 4e et dernier plaisir, nous avons les idéoplaisirs, qui vont être liés à tout ce qui est spiritualité et développement personnel, comme par exemple la religion, mais pas que, ou le développement personnel, ou le fait de s'élever, de réfléchir, de philosopher. Ces catégories de plaisir vont nous permettre d'accéder à nos besoins. Il est important de comprendre que ce n'est pas le plaisir lui-même qui définit la catégorie, mais le sens que vous y mettez. Prenons un exemple. J'aime aller au cinéma, cela me fait plaisir, et ma conception du cinéma, c'est d'y aller tout le temps avec des gens, des amis, car à la fin du film, je peux discuter, débattre, échanger sur ce qu'on a vu. Dans ce cas-là, ce plaisir, je vais le classer dans les socioplaisirs, puisque ce que j'en ressors, c'est le fait d'être en contact avec les autres. Peut-être que pour vous, aller au cinéma rime avec le fait d'y aller tout seul, et qu'à la fin du film, vous vous posez à vous-même les questions et vous réfléchissez sur ce que vous avez vu. Dans ce cas-là, ce sera davantage un psychoplaisir. Vous comprenez donc que ce n'est pas le plaisir lui-même qui définit la catégorie, mais c'est la façon dont vous le concevez, et c'est ça qui est important. Alors, pour chacune de ces 4 catégories de plaisir, vous pouvez vous interroger sur ce que vous faites déjà dans chacune de ces catégories, ou ce que vous aimeriez faire, et en quoi c'est important pour vous, qu'est-ce que ça vous apporte. Prenons un exemple. Je constate que dans la catégorie physio-plaisir, je n'ai que peu d'éléments, peu de choses qui me font plaisir dans ce domaine-là. Mais par contre, il y a un élément que j'aimerais bien développer, c'est faire du sport. Je m'interroge sur ce que ça veut dire pour moi et ce que le sport pourrait m'apporter. Premièrement, cela m'apporte un bien-être physique, je me sens bien dans mon corps, je me sens en forme. J'en conclus qu'un des besoins principaux pour moi, c'est le besoin de bien-être. Deuxième chose, le sport m'aide en fait à déconnecter, à arrêter de penser à ma journée de travail, à ma famille, à l'organisation. Et j'en conclus que le 2e besoin important pour moi, à mes yeux, c'est le lâcher-prise. Vous voyez donc comment il est possible, via les plaisirs, d'identifier ses besoins. Après avoir identifié ses besoins, il est important de les définir avec vos propres mots et d'évaluer le niveau de satisfaction de ces besoins. Rappelez-vous, comme pour les valeurs, vous pouvez vous poser 2 questions assez simples. La première, quel est le niveau de satisfaction de ce besoin entre 1 et 10? La deuxième, quel serait le seuil minimum en dessous duquel je ne me sentirais pas bien? Toujours entre 1 et 10. Si vous constatez un écart,
Vous pouvez alors réfléchir aux actions que vous pourriez mener, en passant par exemple par les plaisirs, qui vous permettront de satisfaire ce besoin. En résumé, les plaisirs sont des stratégies pour satisfaire un besoin. Il existe 4 grands types de plaisirs, les physioplaisirs, les socioplaisirs, les psychoplaisirs et les idéoplaisirs. Et enfin, satisfaire et nourrir ces besoins, c'est renforcer l'estime de soi. J'espère que vous en savez un peu plus maintenant sur les plaisirs, les besoins et la façon de les satisfaire. Je vous propose un exercice pratique. Vous trouverez toutes les informations en bas de cette vidéo. Merci et à bientôt! Bonjour et bienvenue dans ce module numéro 5 consacré aux croyances. Alors aujourd'hui nous allons parler des croyances, non pas au sens religieux ou spirituel, mais bien au niveau de ce que ça représente dans notre vie. Alors qu'est-ce qu'une croyance? Une croyance est en fait une affirmation personnelle que l'on croit vraie au point que l'on ne s'en rend plus compte. C'est en quelque sorte un postulat implicite qui fait que nous basons notre vision du monde sur toutes ces choses que nous pensons. Ces croyances sont souvent inconscientes. Donc on ne s'en rend pas forcément compte. Il faut savoir que les croyances trouvent leur source à 2 niveaux. La première chose, elles peuvent venir d'une expérience à fort impact, quelque chose que vous avez vécu, qui vous a marqué, que vous en rappeliez ou non, et qui va faire que vous allez construire autour de cet événement marquant votre vision du monde et interagir en conséquence. La deuxième chose, ce sont les expériences répétées. Donc pas forcément marquantes, mais la répétition a fait que vous avez forgé cette vision du monde, encore une fois, qui peut vous amener vers des choses positives ou négatives. Une croyance peut avoir différents impacts. Un impact sur l'identité, donc là on va parler d'influence sur l'estime de soi, c'est-à-dire la valeur qu'on se donne en tant que personne, et un impact sur les capacités, et là ce sera lié à la confiance en soi. La confiance en soi étant décrivant tout ce qui va être lié au fait de se sentir capable ou non de faire quelque chose. Il existe 2 grands types de croyances. Tout d'abord, les croyances aidantes ou ressources, qui sont des croyances ou des pensées qui vont vous aider à avancer dans votre vie professionnelle ou personnelle. Par exemple, vous pouvez vous dire « je sais aider les autres »,« je suis une oreille attentive »,« je sais travailler en équipe ». Et deuxième type de croyances, les croyances limitantes, qui à l'inverse vont être des freins, qui vont vous empêcher d'avancer comme vous le souhaitez. Par exemple, un vrai dirigeant ne montre jamais ses sentiments, je suis incapable de rendre un travail à l'heure. Toutes ces pensées vont vous freiner dans vos actions. Et ce qui complique encore plus la chose, c'est que ces croyances limitantes ne sont en général pas conscientes et donc très difficiles à décoder dans la vie de tous les jours. Donc ces croyances limitantes qui nous freinent, il est intéressant de savoir comment les identifier, puisqu'elles sont généralement inconscientes, le but étant derrière de les éliminer pour empêcher qu'elles nous mettent des bâtons dans les roues. Alors comment les éliminer ces croyances limitantes? Eh bien par exemple, prenons une situation où vous vous dites moi je n'arriverai jamais à un poste de manager, je ne sais pas encadrer les gens, les personnes qui travaillent autour de moi. La première question à vous poser, c'est qui est-ce qui dit ça? Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est ce qu'on vous a dit? Première chose. Si c'est vous, pourquoi vous le dites? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Y a-t-il des faits concrets sur lesquels vous pouvez vous baser pour dire ça? Ok, vous arriverez peut-être à la conclusion, si votre croyance est très tenace, vous arrivez peut-être à la conclusion, on me l'a dit, et oui, il y a vraiment des faits. Donc là, la croyance est vraiment résistante. Autre question à vous poser, serait-il possible qu'il y ait une autre raison à ça? Une autre explication? Et vous allez voir que peut-être, petit à petit, vous allez ouvrir des portes de votre inconscient, et accéder à des informations et réaliser finalement que, eh bien oui, c'est peut-être juste une croyance, en fait. C'est peut-être pas vrai que vous ne savez pas encadrer. Bon, en tout cas, il y avait peut-être une situation particulière ce jour-là qui vous a fait penser que, mais que, au fond, vous en êtes tout à fait capable. Et de cette manière, vous allez désamorcer et désintégrer cette croyance, et vous pourrez même en construire sur cette croyance une croyance aidante. Autre point important à savoir sur les croyances, il existe un cycle, nommé le cycle de renforcement des croyances, qui fonctionne à la fois pour les croyances aidantes et les croyances limitantes, et en fait nous permet de perpétuer la vision du monde que nous avons créée, et donc en quelque sorte de nous rassurer sur tout ce que nous savons. Ce cycle, dans le cas d'une croyance aidante, est un cercle vertueux. Dans le cas d'une croyance limitante, est un cercle vicieux, et nous allons voir pourquoi. Commençons par exemple d'une expérience. Une expérience vécue et à un fort impact, ou une expérience répétée, comme nous l'avons vu tout à l'heure, ou une étiquette qu'on a pu vous coller à un moment ou à un autre. De cette expérience naît une croyance.
Par exemple, je suis incapable de travailler en équipe. Je ne sais pas faire, ce n'est pas pour moi. De cette croyance va naître une pensée. La pensée étant « je n'arriverai jamais à travailler en équipe, je n'en suis pas capable, ce n'est pas pour moi ». De cette pensée va naître un sentiment. Je me sens inutile, je ne sais pas ce que je pourrais apporter aux autres et de toute façon, je n'ai pas de valeur ajoutée. Et donc je me sens mal. Et de ce sentiment va naître un comportement. Finalement, je vais m'isoler, me mettre à part, ne surtout pas aller vers les autres lorsqu'il y a un travail en équipe. Et ce comportement va même engendrer un autre comportement de la part de mes collaborateurs ou mes managers. On ne va pas me proposer de travailler en équipe ou le moins possible puisqu'on va penser cette personne ne sait pas travailler en équipe. Donc vous voyez à quel point ça peut être vraiment très négatif. D'une simple croyance, une simple vision du monde que vous avez, vous pourrez arriver à des pensées négatives, des sentiments négatifs et des comportements qui viennent renforcer cette même croyance. Donc le but étant d'éliminer ou de désintégrer, comme nous l'avons vu, cette croyance limitante de départ pour en faire un cercle vertueux. Si on prend un exemple d'une croyance aidante, la croyance aidante que j'ai par mon expérience ou la façon dont je me suis forgée, c'est que je sais écouter les autres, je sais prendre en considération les avis des autres et j'ai un très bon relationnel. Bon. Qu'est-ce que je vais penser à cet égard? Que je suis quelqu'un qui noue facilement des contacts, que je peux créer des liens. Qu'est-ce que je vais ressentir? Peut-être que je vais me sentir à l'aise, je vais savoir oser aller parler aux autres et je vais me sentir bien, sereine. Et qu'est-ce que je vais faire? Justement, je vais aller vers les autres. Quand il y a un nouveau qui arrive dans l'entreprise, je vais ne pas hésiter à aller lui faire visiter, lui présenter l'entreprise, etc. Et qu'est-ce qu'on va penser de moi et qu'est-ce que je vais penser de moi? Que je suis quelqu'un qui crée des liens, qui est à l'aise et qui a un bon relationnel. Donc vous avez donc vu comment ce cycle de renforcement des croyances peut à la fois vous aider ou vous freiner. En conclusion, vous aurez compris à quel point il est important d'identifier ces croyances aidantes et limitantes pour pouvoir avancer plus sereinement dans la vie. Vous trouverez en dessous de cette vidéo un lien avec un exercice pratique vous permettant justement de faire le point sur ces croyances et vous permettre d'avancer le plus positivement possible. Merci et à bientôt. Bonjour et bienvenue dans ce module numéro 6 consacré aux drivers. Alors, un petit point sur l'origine des drivers. En fait, ils viennent de Tybee Keller, qui est un psychologue américain, qui s'est inspiré des travaux sur l'analyse transactionnelle et a étudié les comportements entre les individus. Et dans les années 70, il a théorisé le concept de la process communication pour en fait faciliter les échanges entre les individus. Puis, il s'est mis à étudier un peu plus en détail les comportements des gens, comment ça se passait dans le milieu professionnel et personnel, et il s'est rendu compte qu'il y avait une sorte de mini-scénario ou de comportement à répétition quand l'individu se trouvait en situation de stress. Comme si tout d'un coup, il y avait une injonction, quelque chose de brutal qui se produisait et entraînait un comportement dans des situations particulières. Alors, ces comportements ou ces mini-scénarios, comme on les appelle, ces drivers, prennent leur source à deux endroits, dans la petite enfance. Tout d'abord, ils peuvent venir des injonctions que nous avons reçues de nos parents, de notre cercle familial, nous demandant de nous comporter comme ceci ou comme cela, car à l'époque, c'était la condition sine qua non pour obtenir de la reconnaissance de notre entourage familial. La deuxième peut venir de l'observation des comportements des personnes qui nous entouraient. Alors il faut savoir que ces drivers ou mini-scénarios sont au nombre de 5. Je vous détaillerai ensuite ce qu'il en est. Et il n'y a pas de bon ou mauvais driver. Il n'y a pas de personnes qui ont un driver et pas les autres. Nous avons tous les 5. En général, 1 ou 2 prédominent dans nos comportements. Et chacun de ces 5 drivers a des avantages et des inconvénients. Nous allons donc voir quels sont les types de drivers et quels sont les avantages et les inconvénients pour chaque. Alors, premier driver, le soi parfait. Le soi parfait peut venir d'injonctions que nous avons reçues, comme par exemple un enfant qui fait un dessin, ses parents le regardent et disent « Ah, c'est super, mais regarde, là tu es un petit peu dépassé ». Ou « Ah oui, tu as cette note-là, très bien, mais tu aurais pu mieux faire ». Et l'enfant que nous sommes à ce moment-là va interpréter ce message en se disant « Pour être OK dans la vie, il faut que je sois parfait ». Bien évidemment, tout cela est inconscient, mais ça va dicter nos comportements.
Alors, un soi parfait, on peut le reconnaître en général par des comportements typiques, c'est-à-dire des mots savants, des grandes phrases, une envie finalement de justifier, de dire la bonne chose au bon moment, systématiquement. Dans le soi parfait, il y a des avantages qu'on retrouve souvent en entreprise. Ce sont des personnes généralement qui sont travailleuses, perfectionnistes, organisées, qui vont aller au bout des choses et donner le meilleur d'elles-mêmes. Mais il y a également des inconvénients. Parmi ces inconvénients, on peut noter une sorte d'insatisfaction permanente, peut-être parfois une frustration. Et quand on est amené à manager, le style de management est souvent assez difficulté à déléguer ou alors envie de pinailler ou de contrôler puisque l'important c'est que tout soit parfait. Deuxième driver, le fait plaisir. Alors fait plaisir vient d'injonctions que nous avons pu recevoir comme par exemple fais-moi plaisir, fais ça pour moi s'il te plaît. Ou oh là là, ne me fais pas de peine avec ça, c'est pas gentil. Et cette interprétation que nous avons eue à ce moment-là, en tant que petit enfant, c'est je suis responsable du bonheur des autres, je suis responsable du fait qu'ils se sentent bien ou non, et je porte cette responsabilité. Encore une fois, tout cela est bien sûr inconscient, mais va dicter nos comportements. Comportement typique des faits plaisir, des personnes très tournées vers les autres, qui vont rendre service, qui vont organiser des choses en entreprise, des anniversaires dans le domaine personnel. Et donc bien sûr des avantages dans ce fait plaisir, ce sont des personnes qu'on va retrouver très sociables, très empathiques, qui vont créer du lien, qui vont avoir plaisir à travailler en équipe, à organiser des choses. Mais il y a aussi des inconvénients, des difficultés à dire non notamment, puisqu'on est tellement centré sur le fait plaisir de l'autre qu'on va pas oser dire non, et on va surtout s'oublier, ce qui peut entraîner des frustrations et du coup des difficultés relationnelles. Dans le style de management, le fait plaisir est généralement peu autoritaire, il a du mal à s'affirmer. Et il va peut-être être parfois un peu maternant puisqu'il voudra tout faire pour que les personnes autour de lui se sentent bien. Troisième driver, sois fort. Alors le sois fort vient d'injonctions que nous avons reçues dans la petite enfance, type sois courageux, ou alors lorsqu'on tombe, allez relève-toi, n'est pas mal, ça va aller. Et à ce moment-là, nous, en tant qu'enfants, nous l'avons interprété comme je dois prendre sur moi, je ne dois pas montrer mes émotions ou mes sentiments et ça va aller. Et ce qui se passe, c'est que le comportement typique des soi forts est en général à l'âge adulte un déni d'émotion, ou en tout cas une introversion vraiment fortement sur les sentiments et les émotions. Alors bien sûr, il y a plein d'avantages aux soi forts, notamment en entreprise. Ce sont généralement des personnes qui ont une capacité de travail très forte, qui sont très douées pour la gestion de crise, qui sont autonomes. Mais il y a également des inconvénients. Parmi les inconvénients, on peut trouver la difficulté à déléguer. On peut trouver la difficulté tout simplement à travailler en équipe puisqu'on veut tout gérer tout seul. Et le style de management typique des soi forts, c'est finalement assez individualiste, assez dirigiste, puisque quand on est soi fort, on a l'habitude de ne pas montrer ses sentiments et on peut même trouver parfois un manque d'empathie. Quatrième driver, fais des efforts. Ce driver provient d'injonctions type que nous avons reçues de nos parents, comme donne-toi du mal, on n'a rien sans rien. Et à ce moment, nous avons interprété cela comme le fait de faire des efforts et nous sommes programmés pour l'effort et non pour la réussite. Dans les comportements typiques qu'on peut trouver chez les faits des efforts, on peut avoir des phrases à rallonge, peut-être un manque d'objectif ou un manque de visualisation du but à atteindre. Il y a bien sûr des avantages dans le fait des efforts, notamment en entreprise. Ce sont généralement des personnes qui ont une capacité de travail très grande. Des personnes qui vont pouvoir persévérer, travailler vraiment et tenir longtemps dans la durée. En revanche, il y a des inconvénients. Ces personnes peuvent manquer d'objectifs ou peuvent s'éparpiller, peuvent être amenées à complexifier les choses, puisque finalement ce qui compte, ce sont toutes les étapes pour arriver à la fin et non le but final. Et dans le style de management, on va retrouver parfois des visions un peu floues, des objectifs pas clairs et parfois une non-atteinte de l'objectif puisque finalement on s'est tellement concentré sur le processus qu'on ne s'est pas programmé pour réussir. Cinquième et dernier driver, dépêche-toi. Le dépêche-toi vient d'injonctions comme tu es trop lent. Allez, dépêche-toi, on va être en retard. Et à ce moment-là, nous l'avons interprété inconsciemment comme si je ne me dépêche pas, je n'y arriverai pas. Alors les comportements typiques des dépêche-toi sont de l'agitation, de l'impulsivité, une envie de bouger ou de faire avancer les choses en permanence.
Les avantages qu'on peut trouver à ça, ce sont des personnes qui sont généralement très réactives, qui sont capables de s'adapter, de réagir dans des délais très courts. Mais il y a aussi des inconvénients. Parfois un manque d'écoute, des personnes qui foncent sans même prendre le temps d'analyser la situation, ou qui, parfois, peuvent être amenées à bâcler les choses tellement c'est important d'aller vite. Et dans le style de management, on va retrouver des personnes qui vont avoir tendance au dirigisme, qui vont décider seules, trop vite, et ne pas tenir compte de l'avis des autres. Nous avons vu les 5 types de drivers. Et finalement, que faire une fois que nous savons ça? L'idée, en fait, n'est pas d'en éliminer, comme je vous ai dit, vous avez les 5, 1 ou 2 prédominent, et cela fait partie de vous, donc on ne va pas essayer de vous changer. Le but, une fois que vous avez identifié vos drivers, est d'évaluer les avantages de ces drivers, de vous en servir comme ressource, et d'identifier les inconvénients. Niveau de stress, croyances limitantes, pour ensuite, dans un second temps, se construire des permissions. Les permissions, pour chaque driver, il va y en avoir des différentes. Pour le soi parfait, par exemple, donc qui interprète les choses en disant « pour être ok dans la vie, il faut que je sois parfait », la permission que vous allez pouvoir vous donner, c'est « j'ai le droit d'être humain et j'ai le droit de me tromper, j'ai le droit d'être moi-même, et ce n'est pas grave ». Pour le fait plaisir, qui est « pour être ok dans la vie, il faut que je fasse plaisir, je suis responsable du bonheur des autres », la permission que vous allez pouvoir vous donner, c'est « je me fais plaisir à moi, je m'écoute, je suis attentif ou attentive à mes besoins et à mes envies ». Sois fort. Driver qui vous fait penser que pour être ok, il faut tout garder, tout gérer et ne pas montrer ses sentiments. Eh bien, la permission que vous pouvez vous donner en tant que soi fort, c'est finalement je peux me faire aider, je peux demander de l'aide, je peux parler et exprimer mes propres émotions et sentiments et c'est ok. Fais des efforts où le driver vous dicte en fait qu'il est important de faire des efforts pour arriver à ce que vous voulez. La permission que vous pouvez vous donner, c'est ok de faire les choses simplement. Je peux réussir simplement, facilement, sans avoir à complexifier les choses. Et enfin, dépêche-toi, qui nous dicte finalement que pour y arriver, il faut se dépêcher, il faut toujours aller plus vite. C'est ok de prendre son temps. J'y arriverai quand même si je prends le temps de faire les choses. Pour résumer, nous avons vu les 5 types de drivers qui existent. Sois parfait, fais plaisir, sois fort, fais des efforts et dépêche-toi. Je vous propose en bas de cette vidéo un lien qui vous permettra d'identifier vos drivers, d'en décrire les avantages et les inconvénients et de vous construire des permissions pour vivre plus sereinement votre vie professionnelle et personnelle. Merci et à bientôt!